Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Dolce Velo, votre rendez-vous cyclisme en détente. Aujourd'hui, premier épisode de la série des previews. Donc on va faire le tour des 23 équipes annoncées sur le Tour de France. Et ça, j'ai pris un peu de temps, hein. On a attendu que la liste officielle avec sa petite surprise. Du coup, on va faire les équipes une par une. Ça va être des vidéos qu'on va essayer de faire assez courtes où on va parler un peu de ce qu'a fait l'équipe en 2025, voir faire le tour des coureurs qui ont performé, qui ont déçu. Ensuite, on verra un peu au niveau mercato comment ça s'est animé. Et enfin, on se fera le petit jeu de voir à la compo que l'équipe pourra sortir sur le Tour de France, histoire d'être soit compétitive, soit de respecter les ambitions de chaque coureur au sein de l'équipe. Et bien sûr, il y aura ma note du mercato qui sera faite aussi, hein, parce que c'est important de noter ce que les professionnels font par rapport au transfert, au mercato. On n'a jamais toutes les informations et tout ce qui est budget, etc. Mais je pense qu'il y a quand même moyen d'évaluer le recrutement, de savoir s'il y a du mieux ou du moins bien par rapport à l'année précédente. Et enfin, on conclura avec nos attentes, enfin une attente surtout qu'on va évaluer, où on va se dire cette équipe-là, cette année, c'est ce point-là qu'on va observer, c'est vraiment cette partie-là où les attentes tournent par rapport à 2025. On va commencer avec une première équipe invitée. Première équipe un peu surprise, mais parce qu'elle est récente, mais en termes de résultats, honnêtement, elle a sa place ici. C'est la Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, l'équipe de Tom Pidcock. Et honnêtement, c'est l'équipe, bon, le nom est nouveau, mais c'est l'héritière de la Dimension Data, qui est une équipe sud-africaine qui a fait ses années dans le peloton, dans le World Tour aussi. On sait très bien que l'équipe a l'ambition de retourner en World Tour prochainement. Maintenant, avec le nouveau système UCI, on verra si ça se fait dans 3 ans, s'ils rachètent un slot, etc. Il y a plusieurs moyens d'arriver en World Tour maintenant. En tout cas, 2025 a été une année incroyable pour eux, où l'équipe a su performer sur les courses World Tour à travers les leaders attendus, mais a également su révéler des coureurs impactants et qui savent gagner des points pour justement ce classement UCI. Donc le mix expérience et jeunesse a été sain. Et la transition, je trouve qu'elle se fait aussi naturellement dans l'équipe. On va voir ça à travers le mercato. Les coureurs marquants de cette équipe, on va commencer avec forcément Thomas Pidcock, le leader attendu. Comment pas parler du leader du projet? C'est le manager directement, Douglas Ryder, qui a réussi à l'attirer. Et on savait que ce sera un bon coup. Les seules craintes étaient de voir son calendrier restreint, de savoir s'il ferait des saisons entièrement dédiées à la route ou s'il allait continuer à faire un peu du mix cyclocross, du VTT, tout ça. Dès février, il allait chercher 2 succès en Arabie Saoudite et le classement général. Sa saison, elle est pleine. Elle s'est arrêtée en octobre avec le Lombardia. Elle a même été faire du gravel en option. Mais clairement, il est dans le top 5, top 10 des cyclistes route de l'année. Il a fini 2ème d'Estrade, 6ème de Tirreno avec 2 deuxièmes places. Il a fini top 10 des 3 Ardennaises, dont podium de la Flèche Wallonne. Top 10 de toutes les grosses courses de fin de saison. Il a clairement rempli sa mission et était au-delà des attentes avec un podium sur la Volta. Car il faut rappeler que Thomas Pidcock sur les grands tours, ça n'a jamais été trop ça ces dernières années avec Ineos. Et on savait que c'était dans ses ambitions de devenir un coureur de classement général. Maintenant, voilà. On savait pas trop comment ça allait arriver, quand ça allait arriver. Surtout qu'il était encore dans un entraînement très à l'ancienne où il continuait à pratiquer du cyclocross en hiver. Ce qui fait qu'il ne faisait pas tous ces stages hivernaux et de pré-saison que les cyclistes route font. Donc là, on a vu qu'il a fait une saison route complète, ça l'a amené au sommet du cyclisme mondial. Là, cette année, je pense qu'il est reparti sur les mêmes bases, on l'a vu en 2026. Donc, clairement, je pense que pour lui, le cyclocross, c'est plus ou moins terminé. Pour
certains coureurs comme Van Der Poel et tout, on verra, mais on aura toujours ce petit pincement au cœur de se dire qu'un Van Der Poel qui a arrêté le cyclocross plus tôt pour faire pleinement de la route, ça aurait été une machine encore plus que ce qu'on a actuellement. Maintenant, c'est aussi avec le plaisir de rouler qui fait que ces coureurs-là vont encore faire du cyclocross ou pas, donc voilà. Petite parenthèse. Mais donc voilà, Pitcock pour son intégration a réalisé une préparation de cycliste route complète, pas de cyclocross, un début de saison tôt, et c'est quelque chose que clairement Ineos n'a jamais eu comme privilège, malgré les bons résultats à travers la saison sur les classiques, sur les Flandriennes, sur les Ardennaises, etc. Mais clairement, quand on ambitionne le classement général, la montagne, ça doit être primordial de faire des stages en altitude et de se faire une coupure en hiver. Voilà. Ensuite, deuxième coureur, c'est Matteo Moschetti, le sprinter italien. Il a su aussi son niveau cette saison pour apporter l'assurance et le leadership pour les sprints pour sa formation. C'est un des rares sprinters assez old school, donc c'est-à-dire qu'il ne passe pas les bosses, soit qu'il passe pas bien les bosses, mais qui a quand même su performer cette saison. Et pour cause, je le classe parmi moi les sprinters les plus rapides de l'année. Donc clairement, c'est pas celui qui va rapporter, qui va être le plus régulier parce qu'il y a beaucoup de sprints qui sont plus qui sont plus tout plats et il y a plus beaucoup d'étapes, on va dire old school pour les purs sprinters. Mais quand il était présent, il a toujours été parmi les plus rapides. Placé sur la plupart des sprints de concourus, l'Italien était régulier. Son Giro par contre a été assez décevant et il devra montrer plus de hargne sur le circuit World Tour en 2026. Troisième cycliste de cette équipe qui m'a fait bonne impression, c'est l'Irlandais Rory Townsend. On peut dire clairement que sa saison n'a pas été simple de manière générale, mais l'ancien coureur de la Black Spoke a remporté une épreuve du circuit World Tour, donc là c'est classique d'Hambourg. La classique, elle change de nom chaque année, donc je ne sais même plus comment elle s'appelait cette année. Mais voilà, il l'a remporté grâce à ses échappées dont il a le secret. C'est une très belle ligne accrochée à son palmarès, à son CV personnel, et ainsi également à celui d'équipe de sa propre équipe. Car pour ambitionner de monter en World Tour, effectivement, c'est bien de gagner beaucoup de points à travers les courses semi-pro, à travers tes gros leaders, mais c'est aussi savoir développer de nouveaux talents ou bien même mettre en lumière des cyclistes différents et par plusieurs manières, mais sur les courses World Tour. Et ce qu'a proposé Rory Townsend cette année a été clairement irrégulier, mais par contre, ses performances en échappée ont toujours été bonnes et ça se ponctue avec une victoire en World Tour cette année. Ensuite, dernier coureur qui a performé pour cette équipe Q36.5 en 2025, c'est Fabio Christen. Le Suisse, frère de Jan Christen, a gagné des points sur les semi-classiques européennes. C'est un cycliste assez tout-terrain qui a été très bon. Il a été à surveiller sur chacune des courses où il allait. Et il n'a jamais vraiment été oublié sur les courses. Il n'a pas non plus fait de tâche en World Tour et sa progression n'est pas encore finie, on l'espère pour cette équipe, car il a encore beaucoup de choses à montrer. Bien que sur la Vuelta, il a été assez invisible, je dirais. On l'a vu surtout sur des sprints, alors que c'est plutôt un coureur de classique qui a besoin de partir de loin, donc pourquoi pas le voir en échapper sur d'autres courses en 2026. Au niveau des déceptions, il n'y en a pas vraiment eu, pour être honnête. Déjà parce que c'est l'équipe Conti Pro qui est un effectif assez vieillissant et peu de coureurs dont on attendait une réelle régularité au cours de l'année pour comme gage comme sécurité pour apporter autant de points au classement SCI. Donc honnêtement, il n'y a pas vraiment de déception. Le management a été bien géré pour mettre en lumière certains coureurs au bon moment. Les tactiques ont été assez bonnes de manière générale. C'est-à-dire que l'équipe s'est alternée entre un leadership bien dessiné avec Pitcock et des échappées qui pouvaient partir un peu sur toutes les étapes avec tous les autres coureurs. En 2026, le changement principal pour cette équipe, c'est l'arrivée du sponsor Pinarello et du cadre Pinarello.
On peut clairement remercier Pitcock pour ça. Il récupère son vélo de Ineos. Et on abandonne donc les vélos Scott. Il n'y a pas d'autres gros changements à noter, mis à part cela. Et on verra déjà ce que ça apporte si l'équipe aura le plein contrôle sur l'aérodynamisme ou si ça va toujours être Ineos. On va essayer de voir ça sur les prochains mois. Parlons un peu mercato. Parmi les départs, il n'y a aucun nom vraiment criant, mis à part les retraites de Giacomo Nizzolo, ancien champion d'Europe, ou de Gianluca Brambilla. Sinon, il y a également la retraite de Yannick Stemle, l'ancien pistard, qui a eu 2 bonnes saisons avec la Quick-Step à l'époque, mais n'a jamais su vraiment retrouver son niveau. Et ensuite, on a un coureur qui n'a pas retrouvé de contrat pour le moment, Eneco Sasparen. Il était clairement là juste parce que son frère était présent et que ça faisait un coureur en plus dans l'effectif. Maintenant, il n'a jamais eu de niveau pour être en Conti Pro, très clairement. Et par contre, petite surprise, c'est Rory Townsend, du coup, qui part pour la Unibet Rose Rocket. Et je pense que c'est pas une grande perte pour la Q36.5, car avec le temps et avec les ambitions grandissantes, l'équipe aura de moins en moins de place pour les coureurs, pour les échappés et pour les coureurs un peu de ce profil-là. Donc c'est assez intéressant qu'il aille dans une autre équipe Conti Pro et puis où il va pouvoir justement continuer à produire ces échappés-là dont il a le secret. Surtout que maintenant, en parlant des arrivées, on va voir que là, l'équipe prend déjà une dimension différente où, dans un premier temps, on va renforcer le pôle des classiques parce que on a bien vu qu'avec la 3ème place de Pitcock sur la Volta, ben, le Britannique va être beaucoup axé sur la montagne et beaucoup moins sur les Flandriennes, donc beaucoup moins de Paris-Roubaix, beaucoup moins de Tour des Flandres, beaucoup moins de Milan-San Remo, etc. C'est-à-dire que c'est un secteur qu'il faut renforcer, où il faut amener des coureurs qui peuvent aller chercher des résultats, mais qui savent aussi partir de loin, qui savent dégoupiller de assez loin. Et on ramène donc Ebe de Gent, Brent Van Moer, Fred Wright et Quinten Hermans. C'est 4 beaux noms. Je ne pense pas c'est pas 4 gros noms, 4 gros leaders qui peuvent faire quelque chose. Fred Wright est, je pense, celui qui a le plus de résultats parmi ces 4 noms, avec déjà des top 10 sur les monuments. Mais c'est des coureurs qui vont pouvoir apporter quelque chose, tenter de loin, et avec peut-être les prochaines années pouvoir être des bons lieutenants pour un futur leader qui arriverait. On a parlé de Moschetti sur le Giro qui a été régulier. Ben justement, je pense qu'il fallait ramener un autre sprinter dans l'équipe qui passe peut-être un peu mieux les bosses, mais surtout qui aura son opportunité sur le Tour de France. Parce que Moschetti, je pense, ne sera jamais au niveau pour être sur le Tour de France. Il passera jamais les délais. Donc pourquoi pas ramener un autre sprinter qui puisse se montrer et pourquoi pas finir dans les temps avec Sam Bennett. C'est un vieux, donc il sait pourquoi il est là. Au niveau de la hiérarchie, je pense que c'est assez intéressant de l'avoir. Tu gardes un coureur plus âgé, un coureur un peu moins âgé. Et t'as aussi un plus jeune qui arrive dans les rangs en la personne d'Emmanuel Oukou. Lui, c'est clairement l'avenir. C'est un sprinter un peu qui se qualifie un peu comme un Sagan, donc qui passe les bosses, les pavés, etc. À voir comment il se développe, parce que franchement, là, on a 3 générations de sprinters dans l'équipe, et du coup, c'est assez intéressant de voir comment cette transition va être faite au fur et à mesure de la saison et au fil des années. Et ensuite, justement, toujours un peu autour de cette équipe qui doit grandir et prendre une dimension plus importante, on a besoin de nouveaux grimpeurs pour accompagner Pitcock au mieux et pour justement avoir aussi des opportunités hors Pitcock. On sait que l'équipe maintenant va être sur les 3 grands tours l'année prochaine, enfin en 2026 pardon, et Pitcock ne pouvait pas tout faire. Là, il avait déjà fait le Giro et la Volta. Le Giro s'est pas super bien passé, la Volta était magnifique. Mais là, maintenant qu'il fait le Tour de France en 2026, c'est-à-dire qu'il faut avoir un autre grimpeur disponible sur le Giro.
Et pourquoi pas aussi sur la Volta, parce que c'est pas dit que Pitcock fasse un doublé Tour et Volta. C'est pourquoi l'équipe a ramené Chris Harper, Eddie Dunbar, Xandro Meurice et Thomas Gogg. 4 grimpeurs qui sont de bons lieutenants. Je pense que Chris Harper peut encore être un sous-leader, un outsider sur certaines courses. Eddie Dunbar également s'il récupère sa forme et qui chute beaucoup moins. Et Thomas Gogg, c'est un très grand potentiel qui a toujours été irrégulier, mais dans l'ambiance Q36.5 peut vraiment se révéler, devenir quelqu'un de très très solide. Donc il y a de quoi faire. Et c'est l'équipe qui promet. Honnêtement, c'est très prometteur. Et maintenant sur le Tour de France, moi ce que j'alignerais pour cette année 2026, en tant que toujours équipe invitée qui a pas non plus la grosse ambition avec Pitcock de jouer général, je pense que ça va être l'objectif de mettre Pitcock dans le top 10, peut-être le top 5, mais c'est pas l'équipe qui va contrôler la course. J'amènerais du coup un mix entre des grimpeurs et des sprinteurs. L'équipe montagne, on va dire, autour de Pitcock, ce serait Chris Harper, Xandro Meurice, et c'est tout. Et ensuite, pour entourer un peu Bennett et aussi pour tout ce qui est échappé, je ramènerai du Brent Van Moer, du Fabio Christen, qui je pense mérite une place sur le Tour de France après ce qu'il a montré sur l'année 2025. Je prends Fred White pour toute son expérience et ses qualités, et un Emil Siepis qui pourrait peut-être placer Sam Bennett et qui pourrait peut-être devenir son poisson pilote sur l'année. La note du Mercato, du coup, je lui mets un 8 sur 10. Je trouve que le Mercato est assez bien fait, il est dans la continuité du projet et c'est cohérent. On brûle pas trop les étapes, malgré qu'on a déjà la grosse star Tom Pitcock qui est là. On brûle pas trop les étapes en ramenant directement trop d'ego dans l'équipe. On fait les choses posément et là, par exemple, sur le début d'année 2026, on a vu que Pitcock était assez bien entouré, que tout le monde savait pourquoi ça roulait, que Pitcock était quand même quelqu'un d'assez rassurant en termes de résultats, donc qui pouvait proposer de belles choses. Et voilà, c'est quelque chose qui doit se faire petit à petit, c'est vraiment cool. Enfin, la façon dont c'est fait, c'est vraiment sympa. Et les attentes de l'équipe en 2026, pour conclure, honnêtement, il n'y en a pas. Dans le sens où 2025 a été une très bonne année, il faut juste que 2026 démarre de la même manière, histoire qu'on comprenne que cette équipe, dans 3 ans, elle est en World Tour et elle est prête à affronter les plus grosses équipes. On sait financièrement, il y a les moyens pour être en World Tour. On sait que sportivement, tant que Pitcock est là, il y a les moyens. Il faudra ramener d'autres leaders, certes, mais pour le moment, c'est une Conti Pro et l'équipe travaille dans la bonne direction. Donc voilà, on a fini avec la première équipe de 2023 qui sera sur le Tour de France. Ça va aller assez vite en termes de contenu. Je pense que d'ici 2 semaines, toutes les previews seront prêtes et sorties. Le but est de quand même avoir, je pense, 10-15 minutes de vidéo par preview, histoire que vous puissiez même faire une petite pause entre les deux, hop, on reprend, en voir 2 à la suite, etc. Enfin, un peu comme une petite série télé, quoi, un petit épisode de manga, quoi. Donc voilà, laissez des commentaires, dites, vous verrez que Pitcock a quelle place, par exemple, sur le Tour de France, sachant que ce sera lui le leader qui va sûrement jouer le général. N'hésitez pas aussi à commenter si vous avez aimé le mercato de l'équipe, si il y a un coureur que vous attendez particulièrement. Je sais que par exemple Oukou est un coureur qui a déjà commencé à montrer en 2026 ses qualités au sprint. Est-ce que vous attendez de lui qu'il remporte telle ou telle course? N'hésitez pas à commenter tout et n'importe quoi, je tâcherai de répondre. Maintenant que justement je fais mes vidéos sur YouTube, c'est également un bon moyen pour moi d'interagir et de répondre, de donner mon avis plus précisément. Et on se dit à la prochaine preview. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.